Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. On s'inquiète ou on se réjouit de la disparition de l'argent liquide. En Allemagne, par exemple, on y est très attaché. En Angleterre, une pétition connaît un vrai succès. Don't kill cash, ne tuez pas le cash en français. Et dans les pays comme la Suède, on a hâté sa disparition. 1% des transactions se font encore en espèces contre 25% en France, même si le Royaume fait machine arrière depuis. Pour en parler, deux invités. Laurent Alexandre, bonjour. Bonsoir. Vous êtes médecin et entrepreneur connu pour avoir fondé le site Doctissimo et également le président de DNA Vision. Philippe Herlin, bonjour, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Vous êtes chercheur en finance et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Alors, premièrement, pourquoi existe-t-il de telles disparités dans ce rapport à la monnaie physique, Philippe Herlin ? Ça dépend un peu des cultures de chaque pays. Et ça traduit aussi un attachement à l'argent liquide, qui persiste parce que les gens aiment bien avoir un certain anonymat, quoi. Le fait de passer complètement par les cartes bancaires, ça peut déplaire à certains. Après, ça dépend de chaque personne. Moi, personnellement, j'utilise pratiquement plus de cash, mais si on l'interdisait, ça me gênerait. Voilà. Pour quelle raison ? C'est par rapport à la traçabilité, par rapport au côté physique ? Voilà, par rapport à la traçabilité. Et puis, il y a aussi une volonté des États et des banques centrales de mettre en place des monnaies numériques de banques centrales qui permettraient, encore plus que la monnaie électronique aujourd'hui, de suivre vraiment les transactions réalisées par chacune des personnes. Et il y a même le projet derrière, parce que techniquement, ce serait possible de faire de la monnaie programmable, c'est-à-dire que votre monnaie pourrait avoir une date de péremption. On pourrait, par exemple, vous interdire d'utiliser votre argent si vous avez, par exemple, épuisé un quota carbone et que vous n'avez plus le droit d'acheter des billets d'avion. Et ben on pourra le programmer. Alors qu'aujourd'hui, techniquement, ce serait très difficile d'interdire a priori quelqu'un d'utiliser sa carte bleue pour acheter un billet d'avion. Mais avec de la monnaie programmable, telle que c'est pensé et planifié par les banques centrales, ça pourrait se faire. Et donc, cette société de surveillance et un peu de crédit social, moi, je la crains, voilà. Donc, ça dépasse le simple fait du cash, de l'opposition entre le cash et monnaie électronique. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui nous emmène un peu vers le crédit social à la chinoise. Et je considère qu'il faut s'y opposer, quoi. Voilà. Docteur Laurent Alexandre, est-ce que c'est ça que nous prépare le portefeuille numérique européen et l'euro numérique ? Alors, c'est une grande crainte dans une partie de l'éventail politique français, une grande crainte à l'extrême droite, pour le dire simplement. Et d'ailleurs, il est extrêmement amusant de voir que les gens qui craignent le plus la monnaie numérique sont des gens qui ont soutenu Raoult et la chloroquine. Il y a une proximité extrêmement forte. Je me suis amusé à regarder ça sur Twitter hier. Une très grosse partie des gens qui tweetent sur le risque de la mort du cash sont aussi des gens qui ont soutenu Raoult et les thèses complotistes au moment de la chloroquine. C'est assez amusant à voir. Alors, au-delà de cette anecdote, la mort du cash pose effectivement un problème qui est celui de la liberté des transactions et de la possibilité de manipuler la monnaie à chaque instant. On pourrait tout à fait imaginer qu'une monnaie électronique contrôlée par la Banque centrale voit sa valeur être modifiée en fonction de l'acte d'achat que l'on réalise. Par exemple, la monnaie pourrait fondre quand on a une empreinte CO2 trop forte. Quand on achète un bien qui a une empreinte CO2 importante, on pourrait payer plus cher parce qu'on aurait une dévaluation de ces euros numériques. C'est techniquement extrêmement simple à réaliser. Ça pose bien sûr un autre problème, c'est celui des vices. Un philosophe célèbre avait dit « Nos vices ne sont pas des crimes, les vices sont répandus dans l'économie, la drogue, la prostitution, des achats illégaux, la fraude fiscale. Une monnaie numérique supprimerait une très large partie de ces transactions. D'ailleurs, elle se transformerait. Il est probable que les gens continueraient d'acheter de la drogue, donc ils amèneraient un mouton ou un filet de bœuf à leur dealer à la place de l'argent, de manière à contourner la disparition du cash, puisqu'il paraît assez peu probable qu'on aille acheter son héroïne avec de l'euro numérique. Alors, est-ce qu'on en est là aujourd'hui ?
La réponse est non. Il n'y a pas de projet de disparition du cash, il n'y a pas de projet de généralisation d'une monnaie numérique, d'un euro numérique. C'est vrai que cela arrangerait, dans les pays où la fraude fiscale est importante, cela arrangerait les États et les ministères des Finances, parce qu'on voit bien qu'on peut remplacer le cash, notamment dans le cadre de la fraude fiscale, on peut le remplacer par du troc, mais c'est quand même très, très, très compliqué. Et le cash est une façon beaucoup plus simple de fluidifier la fraude fiscale et les relations économiques qui sont illégales. Donc, alors, ouais, pour quelles raisons l'euro numérique pourrait limiter la fraude fiscale ? À partir du moment où il n'y a plus de cash, comment fait-on pour faire travailler quelqu'un au noir ? Quand on fait travailler quelqu'un au noir, on ne lui fait pas un virement, on lui donne des bifetons, on lui donne des billets. Donc la disparition du cash entraîne forcément une très très grande complexité pour faire des opérations au noir. Les opérations au noir, elles se font par des billets. Alors on peut légaliser du cash, hein, c'est ce que fait la mafia dans les casinos avec certaines sociétés écrans, et ressortir de l'argent numérique derrière. Ça, c'est possible. Mais l'essentiel des opérations illégales et de la fraude se fait directement avec du cash, et un euro numérique ou un dollar numérique ou un yuan numérique supprimerait cette possibilité. Mais la plus grande crainte, elle n'est pas à fraude, parce qu'il y a une minorité des gens qui fraudent. Elle est sur la transparence totale des transactions et sur la possibilité que l'on modifie la valeur de la monnaie individuellement. Je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec une monnaie numérique. On peut tout à fait modifier la valeur de notre monnaie en fonction de ce qu'on achète. Si on achète des choses vertueuses, son euro est augmenté. Si on achète des choses non vertueuses, au sens où l'État l'entend à un moment donné, on a une diminution de la valeur de sa monnaie. Ça, c'est quelque chose d'assez totalitaire qui pourrait émerger s'il y avait une généralisation d'une monnaie numérique. Est-ce que c'est si facile à mettre en place, Philippe Herlin, d'augmenter la valeur d'une monnaie, de la baisser par rapport à la masse monétaire ? Oui, ça c'est assez facile de manipuler les monnaies. Je voudrais d'abord commencer par répondre que assimiler la défense du cash à l'extrême droite, c'est vraiment un argument débile. C'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. Je signale que tous ceux qui défendent les crypto-monnaies et Bitcoin, et j'en fais partie, s'opposent aussi à la disparition du cash. Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est quoi ? C'est du cash sur Internet. C'est-à-dire quand j'envoie du Bitcoin à quelqu'un, ça ne transite pas par une banque, par une base de données centrale. Ça va directement de mon portefeuille sur mon smartphone à son portefeuille sur son smartphone. C'est exactement comme du cash. Donc, tous ceux qui défendent Bitcoin défendent le cash, et je ne pense pas que tous ceux qui sont pro-Bitcoin sont d'extrême droite. Voilà. Donc, il faut peut-être avoir une vision un peu plus complexe et un peu plus réaliste de la réalité. Et ceux qui défendent Bitcoin s'opposent aussi aux monnaies numériques de banque centrale, parce que c'est une forme de crédit social, parce que la monnaie pourra devenir programmable, parce qu'on pourra faire perdre, d'un coup, on pourra effacer la valeur de vos avoirs sur vos comptes bancaires. Et ça, c'est une atteinte aux libertés. Voilà. Donc, il faut défendre ça. Ensuite, le fait d'étendre le cash pour lutter contre le terrorisme ou contre l'argent de la drogue, de toute façon, tous ces milieux louches et criminels trouveront d'autres solutions de toute façon. Que ce soit des cryptos ou d'autres, donc c'est pas vraiment une solution, quoi. Ça sert de prétexte, voilà. C'est-à-dire que le terrorisme ou l'argent sale, ça sert souvent de prétexte à l'État pour avancer et pour s'immiscer dans nos vies et pour contrôler nos vies. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Il faut d'abord défendre nos libertés fondamentales. On y revient dans un instant, Philippe Herlin, mais tout de suite le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Alors Philippe Herlin, je reviens vers vous à propos du Bitcoin. Vous avez écrit sur ce sujet. Vous nous disiez le Bitcoin est équivalent au cash dans le sens où il ne transite pas par des banques, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est décentralisée, voilà, qui ne dépend pas de l'État. C'est pour ça que les États n'aiment pas Bitcoin. Ils n'aiment pas le cash, mais ils n'aiment pas Bitcoin non plus. C'est des discours souvent très, très négatifs. Les dirigeants de banques centrales n'aiment pas Bitcoin. Le Bitcoin, vous l'avez sur un wallet, un portefeuille sur votre smartphone, et vous pouvez l'envoyer à un autre portefeuille d'une autre personne sur son smartphone. Ça ne passe pas
par une banque centrale, voilà, ou par une banque commerciale. Et c'est l'avantage de cette monnaie, c'est en partie ce qui fait sa valeur. L'autre élément qui fait sa valeur, c'est que le nombre de Bitcoin sera limité à 21 millions. On est à un peu plus de 19 millions aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une monnaie qui est saine. Et c'est aussi le problème de la monnaie numérique de banque centrale, c'est que l'État veut nous faire dépendre d'une monnaie qui est fondamentalement mal gérée. Parce que les États font du déficit et donc les banques centrales font de la planche à billets pour financer ce déficit. Et les planches à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de l'euro comme ça, de façon ex nihilo. Et ça génère de l'inflation. On le voit aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que moi et quelques autres, on disait attention, il y a trop de planches à billets, ça va se terminer en inflation. Eh bien, on y est aujourd'hui et on n'est pas loin. On va mettre du temps à en sortir. Et l'inflation, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la monnaie qui perd de la valeur. S'il y a 10% d'inflation, ça veut dire que l'euro perd de sa valeur par rapport à un paquet de pâtes, par rapport à un litre d'essence, par rapport à ceci ou cela. Et ça, cette perte de valeur, on ne peut pas y échapper. La seule façon d'échapper, c'est de passer par d'autres monnaies. Donc moi, je défends le fait qu'on puisse utiliser le Bitcoin ou même l'or physique dans les transactions. À partir du moment où l'acheteur et le vendeur sont d'accord, voilà. Mais moi, je défends l'idée de la diversité monétaire. Alors que les États sont, eux, dans un renfermement monétaire. C'est-à-dire qu'on veut supprimer le cash et puis ensuite, vous pourrez utiliser que l'euro. Et si l'euro est mal géré, si l'euro a 15% ou 20% d'inflation, eh bien, tant pis, vous ne pourrez pas y échapper. Et ça, c'est la porte ouverte à l'État pour faire encore plus de déficit parce qu'il sait que la clientèle, il sait que la population, il sait que les entreprises seront captives. C'est pour ça qu'il faut défendre la liberté monétaire. Une réaction là-dessus, Laurent Alexandre? Oui, alors moi je ne suis pas favorable à la mort du cash. Ce que je disais tout à l'heure n'était pas méchant. Bien sûr. Effectivement, la quasi-totalité des gens sur les réseaux sociaux qui s'inquiètent de la mort du cash soutenaient la chloroquine, étaient pour Raoul. On ne comprend pas forcément le lien avec ça. Mais ça n'a aucun rapport et on peut faire un débat sur la chloroquine, mais c'est autre chose. Hein. On est sur des gens qui sont très connotés puisque tout le monde sait que Raoul a bidouillé, a truqué les études sur la chloroquine. Non, ça c'est faux. On est sur des gens qui défendent les libertés. Voilà, c'est ça. Raoul a bidouillé la totalité des études. Non, c'est faux. Non, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge, mais c'est un autre débat. Mais vous-même, Laurent Alexandre, n'êtes pas favorable à la chloroquine. Pourtant, vous vous inquiéterez de la disparition du cash. Le monde entier sait que la chloroquine ne marche pas dans le Covid. Mais non, si, ça marche précisément. Personnellement, j'en ai guéri, moi. Donc voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. On va se concentrer sur le sujet, messieurs, peut-être. Revenons au cash. Pour ce qui est du cash, moi je ne suis pas favorable à la disparition du cash. J'en vois l'intérêt pour les banques centrales. Je constate, d'un point de vue très pragmatique, que les monnaies de substitution que sont les cryptos, dont le Bitcoin, n'ont pas une sécurité suffisante pour la population générale. Le nombre d'escroqueries a été très important. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le petit Sam, on a vu toutes les disparitions de wallets, on a vu tous les transferts non souhaités par les gens qui avaient du Bitcoin. La sécurité d'un wallet en crypto, elle est exceptionnellement faible par rapport à la sécurité d'un dépôt bancaire dans une banque traditionnelle. Le nombre d'escroqueries aux crypto-monnaies, il est absolument hallucinant. Et on ne voit qu'une partie des escroqueries, qu'une partie des disparitions. On a vu des milliards de dollars être volatilisés sans aucune traçabilité, sans aucune possibilité pour les gens de récupérer leur pognon et de savoir où leur pognon est parti. Donc, l'architecture des crypto-monnaies, elle est peu régulée. Elle est très obscure, elle est dangereuse, avec un taux de criminalité qui est extrêmement faible. Donc, ça ne peut pas être une monnaie de substitution pour les gens, sinon on va escroquer tout le monde, car on est face à des concepts incroyablement complexes, incroyablement compliqués à comprendre, même s'ils sont très intéressants intellectuellement et financièrement. Donc, il n'y a pas trois possibilités. Le cash traditionnel, des monnaies banque centrale numérique complètement contrôlée par les États et les cryptos, il n'y en a que deux. La société actuelle que nous connaissons avec du cash et de la monnaie numérique et puis du tout numérique. Mais la solution alternative des crypto-monnaies n'existe pas parce que c'est un univers trop compliqué et c'est un univers où les petites gens se feraient arnaquer au coin de la rue en permanence parce que c'est tellement complexe qu'il est extrêmement facile de voler les gens. Et on voit tous les jours les escroqueries aux crypto-monnaies. Cela ne constitue pas une monnaie qui puisse être généralisée à l'ensemble de la population.
Bon, et on s'imaginait peut-être au début de la monnaie fiduciaire qu'il y aurait ce même genre d'arnaque. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut se réguler? C'est très Protéger. compliqué. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu un wallet? Est-ce que vous avez déjà vu l'architecture sous-jacente? C'est extraordinairement compliqué. Je me permets de le dire très clairement. Je pense que moins de 5% de la population est capable de gérer un wallet techniquement, tellement c'est compliqué, un wallet de crypto-monnaie, moins de 5%. Que fait-on des 95% autres? Et même parmi les 5% qui sont capables techniquement de gérer un wallet, il y en a qui arrivent à se faire baiser, à se faire piquer leur pognon, à être escroqués dans les grandes largeurs. Et vous avez vu tous les scandales qui sont arrivés, notamment aux États-Unis et en Asie, sur des transferts de crypto-monnaies et sur des vols de crypto-monnaies. Donc, il y a là un concept passionnant sur le plan intellectuel. Il n'y a pas une monnaie de substitution dans les cryptos. Par ailleurs, les cryptos varient beaucoup trop en valeur à l'intérieur d'une année ou d'une décennie pour que ça puisse être une unité de réserve, une unité de valeur raisonnable. Parce que vous parlez d'une monnaie non pas de substitution, mais pour diversifier l'apport monétaire. Je reviens sur l'exemple suédois qui avait fait beaucoup pour dématérialiser les échanges. Pourquoi, je m'adresse à tous les deux, pourquoi la Suède revient là-dessus? Si l'un de vous a la réponse. En économie, il y a souvent des mouvements, des variations avant d'arriver au point d'équilibre. On baisse les impôts, on les monte, on baisse les impôts, on les monte, on augmente le déficit, on le baisse. Les politiques macroéconomiques et les politiques monétaires des États, elles varient dans le temps. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il y ait certains retours en arrière dans des États qui sont allés assez loin dans la mort du cash. Je trouve que c'est un phénomène logique qu'on ait des phénomènes de stop and go dans une ligne économique ou une ligne monétaire de longue durée. C'est un phénomène positif parce que peut-être que la Suède se rend compte que le cash ne peut pas disparaître complètement. Et pour répondre aux crypto-monnaies, c'est vrai que ce n'est pas généralisable aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que la technologie progresse et Internet, au début, c'était compliqué et maintenant, tout le monde y est. Et il faut aussi comprendre que dans les pays qui sont beaucoup plus touchés que nous par l'inflation ou par un contrôle d'échange comme le Venezuela, l'Argentine ou le Nigeria, eh bien, on voit une adoption dans la population du Bitcoin et des cryptos. Donc ça peut tout à fait se mettre en place parce que pour ces gens-là, c'est une vraie planche de salut par rapport à une monnaie qui est en train de s'effondrer. Alors nous, en Europe, on n'en est pas là. Mais ceci dit, aux États-Unis, on a quand même vu des faillites de banques, comme Silicon Valley Bank, où les entreprises se sont retrouvées du jour au lendemain sans compte bancaire. Donc le risque, il n'est pas que du côté crypto, il est aussi du côté des banques et aussi de l'assurance vie, parce que l'actuelle remontée des taux, ça met en péril pas mal l'assurance vie. Et voilà, donc les risques, il est aussi dans le secteur financier traditionnel, quoi. Alors parlons un peu de dématérialisation et d'écologie. Alors vous connaissez peut-être ce spécialiste, Guillaume Pitron, qui explique que dans le Figaro, la digitalisation n'a pas fait finalement baisser la production de papier parce que, alors on imprime moins de papier, on envoie moins de courriers, mais on n'a jamais tant envoyé de mails qui ont un impact en termes de bilan carbone, mais aussi on n'a jamais autant envoyé de colis, et notamment avec l'explosion du commerce en ligne et qui, j'ajouterais, a enterré des pans de notre économie, certains commerces qui n'ont pas su faire la transition. Est-ce que c'est inévitable, cette digitalisation et cette amazonisation de l'économie? De toute façon, il faut bien... La numérisation, ça va pas supprimer, ça va pas faire de nous des êtres abstraits et de lumière, quoi. On a des besoins physiques et ils vont continuer, et notamment la consommation d'énergie, parce que là on pourra rejoindre aussi le débat écologique ou la transition énergétique. On va devoir de toute façon consommer de plus en plus d'énergie. Et puis, vous parlez de colis, on se rend compte aujourd'hui en France que la désindustrialisation, ça nous coûte. Et on aura toujours besoin d'industrie, on a toujours besoin de production, toujours besoin d'agriculture, donc de transporter des choses matérielles. Donc la digitalisation, c'est quelque chose qui accompagne ce mouvement et qui ne va pas se substituer à des besoins matériels, quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et dans la monnaie, c'est pareil. Et il y a aussi une question concernant la digitalisation, c'est l'expansion quasiment infinie actuelle des data centers, parce qu'il faut stocker tout ce qu'il y a dans le fameux cloud, mais qui sont en fait juste des disques durs quelque part dans le monde. Comment le monde, les États feront face, Laurent Alexandre, au fait que
bah, il y aura une limite physique et géographique à un moment donné au stockage de données, même si la technologie de la mémoire flash s'améliore, mais à un moment donné, la bande passante, la production, l'électricité mondiale est déjà à 5% mobilisée par le trafic Internet. Comment va-t-on limiter Internet qui, par définition, est infini, ne s'arrête jamais et s'étend et encore et encore? Pourquoi voudriez-vous limiter la consommation électrique des data centers? Non, je dis ça dans le sens de la limite géographique. Mais j'ai très bien compris. Ouais. Mais les data centers représentent 5% de la consommation électrique mondiale. Moi, je pense qu'on va monter entre 30 et 50% minimum au 21e siècle. Parce que l'intelligence artificielle va consommer beaucoup d'électricité et elle va représenter une part très significative du produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire de la richesse mondiale produite, non pas toute seule, en association avec des humains, bien sûr, mais elle va représenter une part croissante du produit intérieur brut mondial. Si vous prenez la santé, une partie très importante des diagnostics en santé vont être faits avec de l'intelligence artificielle. Il est logique que la quantité d'électricité que les data centers spécialisés en intelligence artificielle médicale voient leur consommation augmenter. Et donc, il ne faut pas s'étonner au moment où le numérique et l'intelligence artificielle représentent une part de plus en plus importante de la richesse créée, que la facture électrique des data centers et de l'intelligence artificielle représente une part croissante de l'électricité consommée sur Terre. Et ça n'est que le début, parce que l'intelligence artificielle va remplacer ou complémenter une part croissante des humains et de l'activité économique générée aujourd'hui par les humains. Donc, il faut s'habituer à l'idée que les data centers vont avoir une grosse facture électrique et on pourrait faire le tour des secteurs économiques où l'intelligence artificielle va prendre une part très importante, parfois plus importante que les humains, pour comprendre que cette évolution est logique et ne doit pas être arrêtée. Alors, si on arrive à 50% de la production d'électricité juste pour faire tourner des data centers... Et l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas fou de se dire qu'on va mettre à disposition 50% de cette énergie avec les défis, avec le défi climatique, simplement pour faire tourner du virtuel, entre guillemets? Non, je suis pas d'accord. Alors, c'est pas du virtuel, c'est du numérique, ce qui est déjà pas la même chose. Donc, le numérique, c'est du concret, c'est du solide, hein. Bitcoin, c'est numérique, c'est quelque chose qui ne peut pas être effacé ou éliminé. Mais je dirais, il ne faut pas avoir cette vision catastrophiste, écologiste, le défi climatique, on pourra en parler. Pour moi, le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie, mais ça, c'est un autre débat. Il faut se situer dans une société qui va consommer de plus en plus, mais qui va aussi être capable de produire de plus en plus d'énergie. Par exemple, la fusion thermonucléaire. Il y a un site d'essai en France, à Caradache. On peut penser, on espère qu'on pourra utiliser la fusion, la fusion thermonucléaire pour produire de l'électricité. Et à ce moment-là, on pourra avoir une consommation d'énergie bien plus importante qu'aujourd'hui. Voilà, il faut se situer dans ce cadre-là. Tout le discours sur la sobriété, c'est un discours de perdant. C'est un discours de régression. C'est une réflexion qu'il faut y avoir quand on voit l'explosion de cette énergie allouée. Non, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut, on va et on doit produire de plus en plus d'énergie parce qu'on va en consommer de plus en plus. Voilà. Et il faut se situer dans ce discours-là et il faut quitter les discours écologistes et tous ces discours qui remontent au discours de Rome là, des années 70 où on prétendait qu'on allait manquer de matières premières, où la bombe P, où la population allait, il y allait avoir des famines à cause de l'augmentation de la population. Ces discours se révèlent faux. Il faut avoir une vision positive, croire en la science et avoir confiance dans la science. Moi, je suis convaincu de ça, quoi. Voilà. Parce que finalement, les défenseurs de cette sobriété ou de cette décroissance, accroissance, sont conservateurs, vous diriez, Laurent Alexandre ? Oui, bien sûr. Un écologiste est par construction un conservateur, et la sobriété numérique, c'est un concept conservateur. Les conservateurs du XXIe siècle, ce sont les écologistes. Ils souhaitent diminuer le progrès, ils souhaitent diminuer les développements scientifiques. On a vu que la quasi-totalité des maires écologistes en France ont demandé l'interdiction de la 5G, par exemple. Donc oui, les gens qui sont du côté de l'écologie et de la sobriété numérique sont les nouveaux conservateurs. Ce ne sont pas des
des transhumanistes progressistes, ça c'est tout à fait clair. Mais je le répète, il ne faut pas s'inquiéter de l'augmentation de la consommation électrique par les data centers qui alimentent l'intelligence artificielle. C'est une tendance inéluctable et qui va créer énormément de richesses. Et je voudrais juste donner un exemple pour vos auditeurs sur l'inéluctabilité du développement numérique dans mon domaine qui est la santé. L'intelligence artificielle, elle est inévitable dans le domaine de la santé parce que l'explosion de la connaissance médicale fait qu'aucun médecin ne peut connaître la totalité de la connaissance médicale et traiter la totalité des données d'un patient et des données médicales plus globalement. Moi, j'ai calculé que quand j'ai débuté la chirurgie, je connaissais à peu près 1/1000 de la connaissance médicale mondiale. J'estime qu'aujourd'hui, je connais à peu près 1/1000e de la connaissance médicale mondiale. 1/1000e. Il est clair que je ne peux pas me passer du numérique et qu'il n'est pas possible, quand les médecins ne connaissent qu'1/1000e de la connaissance médicale, il n'est pas possible de se passer du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une inéluctabilité du développement de ces outils-là et l'industrie de l'intelligence artificielle et des data centers va devenir une industrie géante. C'est un secret pour personne. C'est la raison pour laquelle les géants du numérique valent pour la plupart d'entre eux entre 1000 et 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, comment fait-on face, je reviens un peu sur la dématérialisation des paiements, etc., pour tout ce qui est de la traçabilité, du traitement des données. Alors, on a évoqué la monnaie programmable, mais par exemple, est-ce qu'on va faire face à une Union européenne qui va vouloir légiférer mal, en retard, de façon assez peu adaptée aux futurs enjeux? De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre pour revenir au débat sur le cash et la monnaie centrale, c'est que en fait, le cash n'est pas totalement intraçable et le Bitcoin non plus. Le Bitcoin, c'est pas une monnaie anonyme parce qu'il y a justement, elle fonctionne de façon décentralisée parce que la base de données des transactions est publique. Alors, on ne sait pas forcément qui est derrière tel compte, mais au bout d'un moment, on peut assez facilement le savoir. Donc, en fait, on se rend compte, et il y a plusieurs études qui l'ont montré, que la criminalité n'utilise pas Bitcoin. Parce que justement, ça laisse des traces ad vitam aeternam. Et si vous êtes identifié par un compte, on peut redérouler toutes vos transactions. Donc, c'est une très mauvaise idée d'utiliser Bitcoin pour faire des transactions illégales. Mais le Bitcoin est déjà traçable, mais par qui? Il est déjà... en fait, il fonctionne parce que la base de données des transactions est publique. C'est pour ça, comme ce n'est pas centralisé, quand c'est centralisé par une banque, c'est secret. Vous ne pouvez pas vous connaître les transactions effectuées par votre banque. Mais sur le Bitcoin, la base de données de l'ensemble des transactions, vous pouvez y aller. Vous pouvez vérifier et vous verrez que tel numéro de compte a envoyé tant de Bitcoin à tel autre numéro de compte. C'est public et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'importe quel juge dans le monde, il peut identifier. Et à ce moment-là, quand un compte va aller sur une place de marché pour transformer ses bitcoins en dollars ou en euros, à ce moment-là, il va être identifié. Il y aura un voyant rouge qui va s'allumer et on pourra ensuite redérouler toutes ces transactions. C'est pour ça qu'on dit que le bitcoin est pseudonyme, parce qu'en cherchant un peu, on peut assez vite trouver d'où viennent et comment se font les transactions. C'est pour ça que ce n'est pas utilisé par les milieux criminels et de drogue, en fait. Et pour le cash, c'est un peu pareil, parce qu'il y a aussi des banques, il y a aussi des grandes banques qui ont subi des procès pour ça, d'ailleurs, qui utilisaient les cash dans l'Amérique du Sud pour faciliter le trafic de drogue et toucher des commissions au passage. Elles se sont fait piquer au bout d'un moment, quoi. Donc, ce n'est pas une solution magique non plus, en fait. Et la lutte contre la criminalité, il ne faut pas la réduire au cash. C'est une façon de mettre la main dessus, mais il y a d'autres moyens de mettre la main sur les gens qui font des trafics illégaux. Voilà, donc il ne faut pas tout focaliser sur la monnaie, parce qu'après, ça veut dire qu'on utilise un prétexte pour interdire justement le cash, pour contrôler la vie de tous les gens, de 100% des gens, et 89%, ben, c'est les gens honnêtes, quoi. C'est les gens qui travaillent, c'est les salariés, voilà. Donc on n'a pas besoin de les suivre à l'euro près, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Laurent Alexandre, vous êtes médecin, président de DNA e-Vision, et Philippe Herlin, vous êtes économiste, chercheur. Merci à vous d'avoir été avec nous.